Chapitre 6. Haine. Il y a quelques heures encore, je me demandais à quoi je servais. Je le sais maintenant. À faire disparaître Alexandre de la surface de la terre. La vengeance. Voilà pourquoi je suis toujours en vie. J'ai sottement laissé passer l'occasion d'accomplir mon destin, ou tout du moins d'essayer, hésitant par 2 fois à soulever la trappe sous laquelle mon ennemi immonde sommeillait sans défense. Il se tient à présent devant moi sur la banquette, discourant gaiement après avoir vidé un flacon rempli du sang de ma mère chérie. Elle était encore vivante. Elle aurait pu être sauvée. Mais il l'a achevé, ce monstre. Il l'a saigné de ses mains. Au cœur de la nuit fourbe, je sais qu'il est invincible. Pour le prix de ma lâcheté, je suis condamnée à l'entendre raconter pour la 100e fois son ennui en Auvergne et sa joie de retrouver Versailles, maintenant tout proche. Je le hais à en crever pour avoir tué ma mère. Mais plus encore, je me hais d'avoir écouté ses délires de rédemption, ses espoirs d'être libérée de la malédiction du sang, et d'y avoir cru ne serait-ce qu'une minute. Une migraine pulsante, sauvage, me broie la cervelle, comme pour me punir de ma bêtise. « Voilà les banlieues parisiennes, nous y sommes presque », déclare-t-il soudain. Derrière la vitre du carrosse, les agglomérations urbaines sont si rapprochées maintenant qu'elles ne sont plus séparées que par des terrains vagues, envahis de mauvaises herbes. La lune bave sur des murailles de plus en plus hautes, confinant des cités de plus en plus denses. Des chemins de ronde crénelés en font le tour. De minuscules silhouettes armées de hallebardes y patrouillent, surveillant les rues, à l'affût de quiconque braverait le couvre-feu. Les tours d'immenses cathédrales noires coiffées de chauves-souris de fer dominent ces prisons à ciel ouvert. Je n'ose imaginer la taille des cuves que renferment ces gigantesques édifices, et les tonnes de sang que la faculté y conserve. « Je te l'accorde, ces banlieues ne sont pas riantes », commente Alexandre. « Mais il faut bien cela pour parquer les dizaines de milliers de sans-dents nécessaires à l'alimentation de la cour. Leur sang en échange de notre protection. C'est la base même du code mortel. » À chaque parole que prononce ce démon, mon estomac se tord un peu plus, ma migraine monte d'un cran. Cette expression, les sans-dents, pour désigner les humbles soumis au croc des puissants, me révulse. Quant à la protection offerte par les vampires, jamais elle ne m'a semblé aussi hypocrite. Ils prétendent préserver les mortels de leur instinct guerrier, tels des enfants querelleurs qu'il faut parquer pour ne pas qu'ils se blessent. Ils affirment aussi les protéger contre les abominations créées par les ténèbres, mais ce sont les pires d'entre elles. Toute l'iniquité de la Pax Vampirica m'explose au visage comme jamais encore. Nous autres immortels de la Magna Vampiria, nous avons renoncé à nos instincts sauvages pour nous contenter de boire en flacon, continue Alexandre, songeur, sans voir la répulsion qui m'inspire. Mais aucune fiole, si fraîche soit-elle, ne peut remplacer la joie de saigner une proie vivante en toute légalité. Cela n'arrive que lorsqu'on a la chance de prendre un roturier qui a bravé le couvre-feu, ou lorsqu'on coince un ennemi de l'État. Je dois t'avouer qu'après avoir rempli mes 3 flacons, j'ai fini cette frondeuse à même la gorge, par pure gourmandise. Il m'adresse un odieux sourire complice, tel un garnement pris la main dans un pot de confiture. Je ressens l'envie irrépressible de lui sauter au visage pour déchirer ce sourire avec mes ongles, mais il le couvre d'un mouchoir en dentelle. « Pouah, tout d'un coup ça empeste !» s'exclame-t-il, tandis que nous passons devant une cité plus massive encore que les autres. C'est l'odeur du bas peuple quand on l'entasse. Là-dedans, ça doit grouiller autant que dans les batteries de volailles de la seigneurie de Plumini. Je gage que cette cité-là ne doit pas fournir des premiers crus, mais juste de la piquette à destination des vampires désargentés. Hygiène approximative et maladie à gogo, bonjour les miasmes. Tu ne sens pas ? Je secoue la tête, les cahots de pavés disjoints sous les roues enfonçant autant de clous de fer dans ma cervelle. La seule chose que je sens, c'est l'odeur acide de ma sueur dans cette maudite robe de linon que je n'ai pas quittée depuis 3 jours. Les sinistres banlieues prisons finissent par laisser place à des immeubles de pierre blanche ornés de moulures. Nombreuses sont les fenêtres brillamment éclairées par des lustres, en dépit de l'heure très avancée, l'air de la nuit d'été agitant leur voilage. De langoureux sanglots de violon sourdent à travers certaines d'entre elles, des menuets sautillants s'échappent des autres. Je n'ose imaginer ceux qui s'ébattent dans ces appartements, vampires mortels ou pire encore, un mélange des deux. « De l'air, qu'on respire !»
décrète Alexandre, entr'ouvrant la vitre. Le souffle de la nuit pénètre dans la cabine. Les mèches rousses d'Alexandre se soulèvent, telles des flammes autour de son visage modelé sur la beauté du diable. « Je sens la poudre des feux d'artifice et le sillage des gants parfumés !» s'exclame-t-il, écarquillant ses yeux aux prunelles dilatées. « Je sens l'excitation des fêtards qui dansent la gigue sans repos. Je sens les effluves suaves des roses vampiriques et l'odeur piquante des oranges sanguines montant de l'orangerie du château. » Gigue sans repos, roses vampiriques, oranges sanguines. Mon esprit ne parvient pas à se représenter les horreurs qu'Alexandre évoque avec des frissons de plaisir. Sous les roues du carrosse, le bruissement régulier des pavés bien alignés vient remplacer les chaos de la campagne. Nous parcourons la dernière lieue comme dans un rêve, ou plutôt un cauchemar. Soudain, le carrosse s'arrête devant une gigantesque grille de fer, au barreau 4 fois plus haut que moi, terminé par des pointes acérées comme des lances. « Nous y voilà !» s'exclame Alexandre. « La grande écurie !» Il ouvre la portière avant même qu'un dragon se précipite pour l'aider et saute dans la nuit. « Mademoiselle !» m'invite-t-il en se fendant d'un sourire charmeur. Je surmonte mon dégoût et saisis le bras qu'il me tend pour sortir à mon tour de la voiture, où j'ai mariné dans mon jus. Au moment où nos corps se frôlent, je suis à nouveau prise du désir sauvage de lui lacérer le visage à main nue. « Nous allons devoir nous quitter, mais ma promesse tient toujours, » dit-il. « Quand l'école de la grande écurie te jugera prête à faire ton entrée à la cour, que ce soit dans 1 mois ou dans 1 an, je serai là pour t'aider. Croix de bois, croix de fer, si je mange, viens en enfer. Oups, j'oubliais que d'après les vieilles superstitions, j'y suis déjà. » Je ne me rappelais plus cette promesse qui me répugne, mais qui m'arrange également. La voix de la raison l'emporte sur celle de la rage. Attendre d'être mieux armé pour attaquer, frapper au moment où j'aurai l'avantage. Mettre toutes les chances de mon côté pour éradiquer l'assassin de ma mère, cela vaut bien la peine de patienter. Je m'en souviendrai, je parviens à articuler, surmontant la migraine qui me martèle la cervelle et le dégoût qui me tord les viscères. J'y compte bien. Mais pour l'heure, va au lit, tu es pâle comme la mort. Et je sais de quoi je parle, pas vrai? Déjà, je vois une silhouette de femme se hâter vers nous, enveloppée dans une longue cape sombre, tenant une lanterne à bout de bras. Elle traverse la vaste cour en forme de fer à cheval qui s'étend derrière la grille. Des aboiements féroces résonnent sur son passage, émanant de niches obscures. « Bien le bonsoir, madame, » dit Alexandre. « Voici Diane de Gastefriche, la jeune orpheline dont j'ai annoncé l'arrivée par corbeau voyageur. »« Très bien, monsieur le vicomte, » répond la femme. « Vous pouvez me la confier, tout a été prévu. » Alexandre pose ses mains, ses serres, sur mes épaules. « Eh bien voilà, je te laisse, » dit-il. « Je m'en vais de ce pas plaider ma réhabilitation au palais. Là aussi j'ai envoyé des corbeaux en avance, et je crois que je serai entendu d'une oreille bienveillante. » Il monte dans le carrosse. « D'autant que j'apporte des preuves tangibles de la rébellion avortée. » « Quelles preuves ?» je demande au prix d'un effort surhumain, pour grappiller encore une miette d'informations sur ma famille. Il pointe le menton en direction de ses bagages. « Il y a dans l'une de mes malles tous les débris que nous avons pu récupérer après l'explosion de ces laboratoires clandestins. Les inquisiteurs sauront en tirer les enseignements nécessaires pour comprendre ce qui se tramait là-bas. Mais les courtisans ne se soucient guère de science, ils laissent ces sujets barbants à la faculté. Pour eux, j'ai apporté des trophées plus épatants. Les têtes des 5 frondeurs. Je les ai fait tronçonner à l'épée par mes gens. C'est certes moins net qu'à la hache, mais les dragons ont fait avec les moyens du bord. » Il claque la portière, et le carrosse démarre aussitôt, l'emportant dans la nuit avec son rire hideux. Ne pas vomir, ne pas écouter le grincement du carrosse qui s'éloigne dans mon dos, ne pas trébucher sur le pavé de la cour qui s'ouvre devant moi, m'appuyer de tout mon poids sur le bras de ma guide, et surtout, chasser de mon esprit l'idée que 3 jours durant, j'ai voyagé à côté des têtes tranchées des miens. Mon seul soulagement est d'avoir mutilé celle de la baronnette au-delà de toute identification possible. « Je suis Madame Thérèse, gouvernante de la Maison des Filles, » me dit la femme, une fois que nous sommes parvenus à l'imposant bâtiment semi-circulaire ceignant la cour de sa masse ténébreuse.
C'est moi qui organise la vie pratique des demoiselles à l'école de la Grande Écurie. » M'arrachant à mes ruminations morbides, je lève les yeux sur la gouvernante et je la dévisage pour la première fois. Sous une charlotte à ruban assortie à sa cape, elle affiche un visage mûr et austère, pétri de principes. Elle n'a pas utilisé de particules pour se présenter. C'est donc qu'elle est roturière comme moi. Saurais-je en faire une alliée ? Pour l'heure, elle me lorgne d'un regard peu amène, les cernes sous ses yeux indiquant qu'elle a veillé tard pour m'attendre. « La maison des garçons occupe la deuxième aile, » dit-elle, en désignant du doigt l'autre moitié de l'hémicycle. « Mais vous ne les côtoierez qu'au souper, les leçons étant strictement dispensées par sexe pour éviter toute dissipation. Je préfère vous prévenir tout de suite. Nous sommes un établissement d'élite. Les cours ont lieu 7 jours sur 7. C'est Raymond de Montfaucon, directeur de l'établissement et grand écuyer de France, qui coordonne le tout. » Elle approche la lanterne de mon visage pour mieux m'observer. « Je n'ai pas pu trouver vos papiers de noblesse dans les archives, car nous ne conservons que ceux des familles présentes à la cour. Dites-moi, quel âge avez-vous, mademoiselle de Gastefriche ?» 18 ans, je réponds, me rappelant que la baronnette avait le même âge que Bastien, 1 an de plus que moi. Savoir que la gouvernante n'a pas accès aux papiers identifiant ma couverture me soulage un peu. Il semble que les Gastefriche ne sont pas venus à la cour depuis des lustres, si tant est qu'ils y aient jamais mis les pieds. Il n'y a sans doute personne à Versailles pour se souvenir de la vraie Diane. Du moins, je l'espère. « Vous suivrez donc les cours des aînés et vous dormirez dans leur dortoir, » décrète Madame Thérèse. « La rentrée des classes a eu lieu il y a 2 semaines, mais ne vous méprenez pas. Le retard que vous aurez à combler est bien plus important. La plupart de vos camarades étudiaient déjà en ces murs les années précédentes, d'abord comme benjamine, puis comme cadette. Il vous faudra travailler 3 fois plus si vous voulez être en mesure de faire votre entrée à la cour à la fin de l'année scolaire en juin prochain. Dites-moi, avez-vous appris des choses utiles dans votre province ? » « Je sais lire et écrire ?» Je m'empresse de préciser, inquiétée par le délai annoncé. 10 mois avant mon entrée à la cour, c'est 10 mois avant la vengeance dont l'obsession me brûle les entrailles, le seul sens qui reste à mon existence. La gouvernante lève les yeux au ciel. « Encore heureux que vous sachiez lire et écrire, » soupire-t-elle d'un air excédé. « Je connais aussi la langue anglaise. » Mon interlocutrice sourcille. « Vraiment ? Voilà qui n'est pas commun pour une provinciale. Je dois vous dire que l'anglais est moins usité qu'avant à la cour, à cause de la folie de la vice-reine Anne et des événements de la Nouvelle-York. » J'ai vaguement entendu parler de la démence de la vice-reine vampire occupant le trône de l'autre côté de la Manche. Son allégeance à l'immuable serait chancelante, mais je n'en sais pas plus. Quant aux événements de la Nouvelle-York que mentionne Madame Thérèse, je n'ai pas la moindre idée de ce dont il s'agit. « Et quoi d'autre ?» enchaîne-t-elle. « Savez-vous danser, chanter, jouer d'un instrument ?»« Non. Nous enseignons ici les 5 nobles arts. Art courtois, art de la conversation, art équestre, art martial et art vampirique, uniquement réservé aux aînés. Y en a-t-il un où vous excellez ? » « Je sais manier le lance-pierre, » je balbutie. La moue de Madame Thérèse me dissuade d'en révéler davantage. Le lance-pierre n'est sans doute pas une arme digne de la demoiselle que je suis devenue. « Trêve de bavardage, » tranche-t-elle sèchement. « Pour l'heure, il convient de vous reposer. Vous devez être fatigué. Et je le suis aussi. Les ténèbres m'en soient témoins. » Éclairant le chemin au halo de sa lanterne, elle m'entraîne dans un grand escalier de pierre, aux échos caverneux, jusqu'au 4e étage. Elle pousse une porte à double battant, derrière laquelle s'étend une vaste pièce séparée par une allée centrale. De chaque côté sont disposés des lits à baldaquin aux rideaux tirés. « Sur la pointe des pieds, je vous prie. Vos camarades sont couchés. » m'intime la gouvernante, à voix basse. Couchée peut-être, mais endormie, je n'en suis pas si sûre. J'ai l'impression de voir des paires d'yeux m'épier sous le bord des rideaux, plus menaçants que ceux des chiens de garde depuis les niches de la cour.